L'équipe est déjà en place pour Regard croisé ce soir sur le plateau. Dominique Alizio, directeur de publication de Chronique de la Semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Adam Adjonou, directeur de publication Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Et Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. On va évoquer rapidement avec vous la Guinée-Bissau, la RDC, la Guinée équatoriale et le Togo en Guinée-Bissau. Le gouvernement a prolongé de 15 jours le recensement électoral qui devrait s'achever mardi, risquant ainsi d'entraîner le report pour l'année prochaine du scrutin législatif initialement prévu le 18 novembre. Cette prolongation qui était attendue à la suite de la déclaration du président José Mario Vaz la semaine dernière a été annoncé lundi, soit par un communiqué du bureau du Premier ministre Aristide Gomez. On comprend aisément, Sylvestre, que les Bissau-Guinéens ne sont pas véritablement prêts pour les élections à la date que la CEDEAO leur a imposée. Oui, effectivement. Je crois que, d'ailleurs, à l'allure où vont les choses, on ne peut que quand même saluer la partie donc gouvernementale qui a finalement jugé bon de prolonger encore de 14 jours, parce que lorsque vous voyez le processus électoral, il est clair que lorsque vous prenez l'opposition, il n'y a que 70% donc de personnes qui se sont enrôlées. Donc c'est évident qu'on puisse quand même permettre à ce que on ait que bon nombre donc de Bissau-Guinéens à l'âge de voter puissent quand même s'enrôler pour que tout le monde participe au processus. Vous voyez, lorsque il y a quand même un consensus, lorsque tout le monde est d'accord avec le processus électoral, vous verrez que donc, au niveau donc, de la proclamation des résultats, il n'y aura pas de contestation. Donc c'est pourquoi je salue quand même cet effort-là du gouvernement qui a encore prolongé de 15 jours. Ça veut dire qu'ailleurs, ça peut se faire de 15 jours pour que tout le monde puisse être là et que tout marche comme sur des roulettes. Donc, c'est une initiative sanitaire. Maintenant, il revient donc au Bissau-Guinéen donc d'aider le gouvernement donc à ce que tout aille pour le mieux. Vous savez, ils étaient donc à Lomé, c'est à Lomé même que cet accord a été signé. Et puis depuis qu'ils sont partis, on n'a pas quand même eu tellement de problèmes en ce qui concerne donc leur collaboration. Et là, je salue quand même ce gouvernement-là qui fait quand même des efforts pour que la paix et la concorde nationale puissent quand même être maintenues en Guinée-Bissau. Dominique Alizio, c'est la classe politique bissau-guinéenne qui est d'une certaine maturité. Je crois que lorsque mon confrère parlait tantôt, il se rappelait qu'il voulait faire un petit rapprochement du cas togolais, alors que ce n'est pas la même situation. Dans ce pays, il y a une rivalité entre le président de la République, Valls, et son Premier ministre, Gomez Aristide. Donc, les deux, il y a un qui veut qu'on aille vite, qu'on aille aux élections, pour vraiment, et je crois qu'il est sur le chemin de la CEDEAO afin de départager, permettre au peuple bissau-guinéen de décider. Bon, d'autres sont là à faire de la rétention, à ce que, bon, comme ici aussi, la C14 et sa méthode. Bon, donc, si entre-temps, 15 jours de prolongation peut permettre donc de sortir de l'ornière, tant mieux. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que si 70% de Bissau-Guinéens se sont enregistrés, mais c'est déjà énorme, contrairement à ce que mon confrère dit. Parce qu'ailleurs, à peine peut-être 50% ou 60% s'enrôlent. Et 110%, est-il qu'il ne peut jamais avoir de 100% de Bissau-Guinéens qui vont s'enrôler? Déjà, c'est un taux quand même honorable, louable, et que quelque part, ça ne crée aucun problème que ce soit. Mais je crois que dans la vie, il faut toujours apprendre à respecter les tests. C'est la CEDEAO qui est intervenue dans cette crise et a fait des propositions adoptées par les chefs d'État, les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région. Donc, ils devaient quand même faire un effort de respecter la feuille de route qui leur a attribuée pour sortir de la crise. Parce que je vous dis que la crise bissau-guinéenne, il y a eu des morts, on a tué des gens, le président Vieira a été assassiné, vous vous rappelez? Et il y a encore l'histoire d'Ansoumane Mané, il y a encore plein d'assassinats. Donc, c'est un pays totalement instable. Maintenant, donnez la parole au peuple, pour que le peuple décide qui doit décider de quoi. Et puis, ce qui est curieux, dans le cas bissau-guinéen, c'est une guerre en interne du même parti. Ce n'est pas une histoire d'opposition. Non, c'est en interne.
Donc voilà les situations qui n'ont rien à voir avec ce que nous vivons ici, où des gens volontairement ils sont là. On va parler tout à l'heure de la situation du Togo. Adam Adjono, dans le cas Bissau-Guinéen, on voit que, puisque Dominique l'évoquait, c'est une situation qui est interne au PAIGC, le parti au pouvoir. Et là, tout le monde est plutôt d'accord pour la prorogation de 15 jours. Oui, vous savez, la Guinée-Bissau, qui est, disons, la crise Guinée-Bissau, qui est l'une des pièces maîtresses de la réussite du magistère de Faure Gnassingbé à la tête de la CEDEAO, intéresse les Togolais à plus d'un titre. Parce qu'il fut un moment où le pays était vu comme un bon élève dans le respect de la feuille de lutte qui lui était imposée. Puisque juste après... Là-bas, il y avait des sanctions à l'appui, donc ils étaient quand même obligés. Ouais. Et puis, c'est un pays où cette crise-là a trop duré. Et il y avait eu un temps où... Il y avait eu quand même des étapes. Il y a eu des stationnements. Et à un moment donné où la CEDEAO avait commencé par avoir marre, parce qu'il les avait déjà avertis. Comme ici, la C14, on peut aussi les imposer. C'était une crise qui a trop coupé à la CEDEAO et avait menacé même de faire retirer donc, les forces armées de la CEDEAO stationnées dans ce pays-là. Il faut dire que la Guinée-Bissau aujourd'hui est contrainte de pouvoir sortir de cette crise-là. Et comme le disaient tantôt les confrères, je pense que la parole devait revenir au peuple. Plutôt depuis un moment, on constate que c'est une situation qui stagne. On n'arrive pas à trouver le bout du tunnel. Et puis les rivalités continuent et avec des pertes de vie qu'on connaît par moment. Donc je pense que prolonger, faire cette prolongation de 2 semaines, si éventuellement cela pouvait permettre à d'autres citoyens de ce pays frère-là de pouvoir s'enrôler pour qu'on ait vraiment une situation à la normale ou une situation où la majorité de la population pouvait s'exprimer et donner une certaine légitimité à ce processus-là, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté également, il faut dire que cette prolongation, si cela ne doit pas tenir compte seulement du fait qu'on ait un bon nombre de la population qui puisse s'enrôler, mais de l'autre côté, je pense que c'est très important parce que la population devait du moins d'avoir un taux assez élevé de cette population-là pour qu'on ait, puisque vous savez, dans un pays où cette situation-là a trop duré, cela a permis à chacun de pouvoir faire ce qu'il fallait, prendre un certain nombre de populations, parce que c'est tout comme... ce sont des situations, on ne peut pas aborder le cas de la Guinée-Bissau sans pouvoir aborder le cas togolais. Parce que nous sommes presque dans un même chemin. C'est vrai que de l'autre côté, c'est le parti, mais ici nous sommes entre l'opposition et le pouvoir. Mais tout compte fait, c'est une situation il y a une certaine similitude entre les deux. Mais Sylvestre, comment vous expliquez qu'au sein d'un même parti, il y a autant de divergences, le président limoge son Premier ministre, ça crée autant de parti. Il n'y a pas de discipline de parti ou quoi? Non, je crois que c'est typique au régime qui ne veulent pas côtoyer la démocratie. On le voit très souvent. Ailleurs, il y a eu tellement donc de révolutions de palais, si on se met donc à citer des pays, il y en a tellement. Mais je crois que l'essentiel, ce que nous disons, c'est qu'il y a une feuille de route. Il y a une feuille de route donc décidée par la CEDEAO et que les gens doivent quand même se conformer à cette feuille de route-là. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas aussi se focaliser sur le fait qu'on a une feuille de route et puis et essayer donc de banaliser ce qu'on doit faire. Vous savez, lorsque vous... Maintenez le fil de votre réflexion, nous sonnons la courte pause.